La Coupe du monde aux États-Unis est devenue bien plus qu'un simple tournoi de football, et honnêtement, c'est peut-être là que se trouve la vraie histoire du moment. Pendant que les supporters se passionnent pour la course aux souliers d'or et les pronostics du tableau final, la compétition s'est transformée en scène d'un drame beaucoup plus brouillon, mêlant la Maison-Blanche, la direction de la FIFA et une bataille autour de ce que ce tournoi est censé représenter. Commençons par la politique, parce qu'il est impossible de parler de cette Coupe du monde sans l'évoquer. En décembre, lors de la cérémonie du tirage au sort organisée à Washington, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait quelque chose que personne n'attendait. Il s'est tenu aux côtés du président Trump et lui a remis le tout premier prix FIFA de la paix, une récompense entièrement nouvelle, sortie apparemment de nulle part. Infantino a déclaré devant l'Assemblée que le monde avait besoin d'espoir, d'unité et de vision, et que Trump incarnait précisément ce type de leadership. Selon plusieurs récits, la salle s'est alors figée dans un silence étrange, quelque part entre des applaudissements polis et un malaise visible. Ce seul moment a allumé une mèche qui brûle depuis sans interruption. Une organisation de défense des droits humains basée à Londres, Fair Square, a déposé seulement 2 jours plus tard une plainte officielle auprès de la commission d'éthique de la FIFA, accusant Infantino de 4 violations distinctes des propres règles de neutralité de l'instance. Leur argument était simple. Les responsables de la FIFA sont tenus de rester politiquement neutres lorsqu'ils traitent avec des dirigeants gouvernementaux, et remettre un prix de la paix à un président en exercice, surtout un prix créé pour l'occasion, ressemblait à tout, sauf à de la neutralité. La plainte mentionnait aussi des épisodes antérieurs, notamment le fait qu'Infantino avait publiquement suggéré, plusieurs mois plus tôt, que Trump méritait le prix Nobel de la paix, ainsi que des propos tenus à Miami que ses critiques considèrent même comme un soutien ouvert à l'agenda politique du président. Depuis, la pression n'a cessé de monter, des informations font état dans les propres bureaux de la FIFA à Zurich d'un sentiment d'embarras croissant parmi des employés qui estiment que l'organisation a compromis son indépendance supposée. La présidente de la Fédération norvégienne de football a publiquement demandé la suppression pure et simple du prix de la paix et affirmé soutenir l'enquête éthique visant Infantino. Un groupe de parlementaires européens, issus de plusieurs familles politiques, est également intervenu, pressant la FIFA de prendre la plainte au sérieux au lieu de l'enterrer discrètement. La réponse officielle de la FIFA jusqu'ici a consisté à dire qu'elle ne commente pas les affaires éthiques en cours, tout en affirmant séparément que le prix de la paix deviendra une tradition annuelle destinée à reconnaître ce qu'elle appelle des contributions significatives à l'unité. Il y a ensuite la controverse migratoire, qui pourrait honnêtement être encore plus épineuse que l'affaire du prix de la paix. Depuis janvier de l'an dernier, l'administration Trump mène une campagne agressive de déportation massive, et de sérieuses inquiétudes ont été soulevées quant à la façon dont cette politique pourrait entrer en collision avec un tournoi censé accueillir des dizaines de millions de visiteurs internationaux. Selon plusieurs reportages, des responsables de la FIFA ont discuté en interne de l'idée de demander directement au président Trump ce qui reviendrait, en pratique, à une pause temporaire, parfois décrite comme un moratoire complet, sur les opérations de l'agence fédérale chargée de l'immigration et du contrôle douanier pendant toute la durée du tournoi, soit environ 39 jours. L'idée était qu'Infantino lui-même puisse formuler cette demande personnellement. L'inquiétude n'a d'ailleurs rien d'hypothétique. Une analyse des données gouvernementales sur les opérations de contrôle a montré qu'en un peu plus d'1 an, les agents avaient procédé à plus de 167 000 arrestations dans les zones métropolitaines englobant les 11 villes hôtes où se jouent les matchs de la Coupe du monde. Des organisations de défense des droits humains ont également rapporté que des agents fédéraux avaient été impliqués dans la mort d'au moins 2 manifestants citoyens américains et qu'au moins 19 personnes étaient mortes cette année en détention migratoire. Plus de 20 groupes de supporters à travers le pays, aux côtés de l'Union américaine pour les libertés civiles et de dizaines d'autres organisations, ont publié une alerte officielle aux voyageurs,
avertissant les visiteurs, en particulier les personnes issues de communautés immigrées, les minorités raciales et ethniques, ainsi que les voyageurs LGBTQ+, qu'ils pourraient courir un risque sérieux simplement en assistant au match. Lors d'une audition au Congrès plus tôt cette année, un haut responsable de l'immigration a confirmé que des agents seraient activement présents dans et autour des dispositifs de sécurité de la Coupe du Monde et n'a accepté aucune forme de pause lorsqu'il a été interrogé directement. Cette réponse a alarmé plusieurs sénateurs, dont l'un a publiquement averti qu'un discours répressif trop brutal pourrait dissuader complètement les supporters internationaux de venir, affaiblissant les retombées économiques et culturelles que le tournoi était censé apporter. De son côté, la FIFA a avancé l'idée d'une sorte de trêve de l'ICE, consistant essentiellement à demander au gouvernement de lever le pied sur les contrôles spécifiquement dans les stades, les fan zones et les événements officiels du tournoi, même s'il n'existe aucune confirmation publique que Washington ait accepté quoi que ce soit de ce genre. Il existe aussi un angle financier qui suscite des interrogations. Une déclaration récente liée au président a révélé qu'Infantino lui avait personnellement offert des billets pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA de l'an dernier, d'une valeur d'environ 15 000 $, un détail qui n'a fait qu'alimenter les accusations selon lesquelles la relation entre la direction de la FIFA et la Maison-Blanche est devenue inconfortablement étroite. Les critiques estiment que ce type de cadeau brouille la frontière entre une fédération sportive supposément indépendante et une relation politique qui profite aux deux hommes, Trump obtenant une vitrine mondiale tandis qu'Infantino semble gagner les faveurs de l'administration américaine qui accueille le tournoi. Rien de tout cela n'a arrêté le football lui-même, et sur le terrain, ce tournoi a livré du chaos dans le meilleur sens du terme. Plusieurs grandes puissances traditionnelles sont déjà rentrées à la maison plus tôt que prévu, et la seule phase des 32e a produit certains des matchs les plus fous de l'histoire récente de la Coupe du Monde. Parlons de ceux qui sont encore en vie. La Norvège s'est qualifiée pour les huitièmes de finale après un but dramatique inscrit en fin de match par son capitaine, scellant une victoire 2-1 contre la Côte d'Ivoire à Dallas. Ce but, arrivé dans les toutes dernières minutes, a plongé les supporters norvégiens dans une euphorie totale et préparé un choc de poids face au Brésil au tour suivant. La France a semblé absolument souveraine en écartant la Suède 3-0 au MetLife Stadium dans le New Jersey. Son capitaine a marqué 2 fois, un autre attaquant a ajouté le 3e, tandis qu'un milieu créateur a délivré 2 passes décisives. Cette victoire place la France sur une trajectoire menant à un quart de finale contre le Paraguay, auteur de l'une des plus grandes surprises du tournoi, en éliminant l'Allemagne aux tirs au but après un match nul 1-1 au terme de la prolongation à Boston. L'élimination allemande a provoqué une véritable onde de choc dans le football européen, mettant fin au parcours de l'une des nations les plus dominantes de l'histoire de ce sport, bien plus tôt que presque tout le monde ne l'avait imaginé. Le Mexique, en tant que pays co-organisateur, a battu l'Équateur 2-0 à Mexico, grâce à 2 buts inscrits en première période par 2 de ses attaquants, confirmant sa place dans la phase à élimination directe devant un public local assourdissant. Le match aurait été retardé d'1 heure avant le coup d'envoi en raison de la météo, ajoutant encore de la tension à une atmosphère déjà électrique. L'Angleterre a survécu à une véritable alerte contre la République démocratique du Congo à Atlanta. Le Congo a même ouvert le score très tôt, dès la 7e minute, après un mouvement limpide sur le flanc gauche qui a stupéfié l'équipe anglaise et ses supporters venus sur place. Mais son capitaine a répondu par 2 buts en seconde période, pour signer une remontée spectaculaire, 2-1, envoyant l'Angleterre affronter le Mexique, pays hôte, en 8e de finale. Le parcours de la Belgique vers la phase à élimination directe est peut-être l'histoire la plus folle de ce tour. Menée de 2 buts par le Sénégal et semblant condamnée, elle a fini par renverser le match pour s'imposer 3-2 en prolongation, avec un pénalty transformé dans les tout derniers instants de la rencontre. C'est le genre de retour qui entre immédiatement dans la légende d'un tournoi. L'équipe masculine des États-Unis a elle aussi validé son billet pour les 8e de finale, en battant la Bosnie-Herzégovine 2-0 dans la baie de San Francisco,
malgré une infériorité numérique pendant une large partie de la seconde période. L'équipe de Mauricio Pochettino a réussi à préserver son avance et même à l'accroître tout en jouant à 10, une prestation pleine de caractère qui donne aux supporters de vraies raisons de croire à un long parcours américain à domicile. Sa récompense sera un huitième de finale contre la Belgique, cette équipe qui vient justement de réussir cette remontée spectaculaire contre le Sénégal. Dans le même temps, les Pays-Bas ont été éliminés par le Maroc lors d'une séance de tir au but. Après que les deux équipes se sont quittées à égalité au terme de la prolongation, poursuivant ainsi l'aventure vraiment spéciale des Lions de l'Atlas, qui affronteront désormais le Canada, autre pays co-organisateur, au tour suivant. Le Canada, lui, est entré dans l'histoire en devenant la toute première équipe à décrocher une place en huitième de finale, en battant l'Afrique du Sud 1-0 grâce à une réalisation dans le temps additionnel qui avait basculé le public de Los Angeles dans le délire. Le Brésil a lui aussi eu besoin d'un but dans le temps additionnel pour venir à bout du Japon 2-1 à Houston, avec une réalisation victorieuse signée très tard dans les arrêts de jeu par un ailier d'Arsenal qui s'est discrètement imposé comme l'une des menaces offensives les plus dangereuses du tournoi. Ce résultat maintient pleinement en vie les ambitions brésiliennes avant un affrontement alléchant contre la Norvège. Quant à la dernière journée de la phase des 32e, 3 affiches majeures viennent de se terminer ou sont encore en train de se jouer. L'Espagne a maîtrisé l'Autriche 3-0 avec un doublé de son attaquant qui poursuit un tournoi individuel impressionnant. Le Portugal a battu la Croatie 2-1 à Toronto. Et ce match mérite une mention particulière, car il a marqué le premier but de Cristiano Ronaldo dans une phase à élimination directe de Coupe du Monde sur l'ensemble de sa carrière. Un moment véritablement historique pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps, suivi d'une tête dans le temps additionnel qui a scellé la victoire et offert un énorme huitième de finale contre l'Espagne. La Suisse s'est également qualifiée, en battant l'Algérie 2-0 à Vancouver, grâce à un but inscrit dans chaque période. Plus tard, 3 autres matchs doivent clore complètement ce tour. L'Australie affronte l'Égypte, avec Mohamed Salah à la tête d'une sélection des Pharaons, qui cherche la première victoire de son histoire, dans un match à élimination directe de Coupe du Monde, tandis que les Socceroos espèrent décrocher eux aussi leur tout premier succès dans cette phase de la compétition. L'Argentine, toujours portée par le poids des attentes avec Lionel Messi en pointe, affronte une équipe du Cap-Vert devenue l'une des histoires les plus aimées de cette Coupe du Monde. Cette petite nation insulaire, guidée par son gardien de 40 ans, est toujours invaincue et est devenue le plus petit pays jamais qualifié pour une phase à élimination directe d'un mondial. Un récit d'outsider tout simplement remarquable. Et la Colombie, encore invaincue dans le tournoi, défie le Ghana à Kansas City en quête de seulement sa 4e apparition en 8e de finale. Sur le plan individuel, la course aux souliers d'or reste très serrée en tête. Le capitaine de la France et le capitaine de l'Argentine partagent actuellement la première place du classement des buteurs, avec 6 buts chacun, preuve que, même dans sa dernière Coupe du Monde, la superstar argentine a encore beaucoup de magie dans les pieds. Juste derrière, l'attaquant vedette de la Norvège et le capitaine de l'Angleterre comptent 5 buts chacun, tandis qu'un attaquant sénégalais complète le top 5 avec 4 réalisations. Au niveau des attaques collectives, la France domine nettement le classement des buts marqués avec 13 réalisations, devant l'Allemagne et les Pays-Bas, à égalité avec 11 chacun, malgré l'élimination déjà actée de ces deux équipes. La Norvège et les États-Unis complètent le top 5, avec 10 buts chacun, un total vraiment impressionnant pour le pays co-organisateur compte tenu de la pression de jouer sur son propre sol. Quant aux équipes que les bookmakers et les analystes jugent les plus susceptibles de soulever le trophée, la France apparaît actuellement comme la grande favorite selon des analyses indépendantes de données sportives, avec environ 31% de chances de tout gagner. L'Argentine suit autour de 17%, tandis que l'Espagne et l'Angleterre sont pratiquement à égalité à la 3e place, autour de 10% chacune. Le Brésil se situe autour de 7%, le Portugal autour de 6%, et les États-Unis, le Maroc, la Colombie et le Mexique se retrouvent groupés autour de 3% chacun.
Bien sûr, ces chiffres évoluent à chaque match, et compte tenu du nombre de surprises déjà produites par ce tournoi, personne ne devrait considérer ces pourcentages comme autre chose qu'une photographie approximative du moment. Mais si l'on prend un peu de recul par rapport aux chiffres, ce qui rend cette Coupe du Monde réellement inhabituelle, c'est à quel point le sport et la politique se sont imbriqués. D'ordinaire, une histoire de Coupe du Monde parle de buts, de cœurs brisés et d'épopées de Cendrillon comme celle du Cap-Vert. Cette fois, les supporters débattent aussi de la question de savoir si la direction de la FIFA a compromis son indépendance, si les opérations migratoires vont jeter une ombre sur les visiteurs internationaux, et si un prix de la paix remis à un président en exercice finira par définir l'héritage d'Infantino davantage que n'importe quel accord de stade ou contrat de diffusion. Il y a aussi un débat plus large, qui dépasse largement ce tournoi. La FIFA a toujours affirmé se tenir au-dessus de la politique, se présentant comme une organisation qui unit le monde par le sport, quelle que soit l'idéologie ou la nationalité. Mais ces critiques soutiennent de plus en plus que les accords d'organisation, les contrats de sponsoring et les relations personnelles entre dirigeants sportifs et chefs d'État rendent, en pratique, une véritable neutralité presque impossible. Que l'enquête éthique visant Infantino aboutisse ou non à de réelles conséquences, le simple fait qu'elle existe, portée par une organisation respectée de défense des droits humains et relayée par la présidente en exercice d'une fédération nationale, montre que ce débat n'est pas près de disparaître. Pour l'instant, pourtant, le tournoi continue. Les derniers matchs de la phase des 32e se terminent au cours des prochains jours, et lorsque la poussière retombera, 16 équipes resteront debout, à la poursuite d'un trophée qui, cette année plus que la plupart des autres, porte un poids qui dépasse largement le rectangle vert. Entrons un peu plus dans le détail de la façon dont cette histoire de prix de la paix s'est réellement déroulée, parce que la chronologie compte. Au début du mois d'octobre dernier, plusieurs mois avant même la cérémonie du tirage au sort, Infantino avait déjà publié sur son compte personnel de réseau social un message suggérant que Trump méritait le prix Nobel de la paix de cette année-là. Il ne l'a pas obtenu. Puis, environ un mois plus tard, lors d'un événement à Miami, en Floride, Infantino a tenu d'autres propos sur le président que ses critiques estiment être allés bien au-delà de la courtoisie diplomatique, jusqu'à franchir la ligne d'un soutien politique ouvert. Ainsi, lorsque la cérémonie du prix de la paix a finalement eu lieu en décembre à Washington, D.C., Fair Square a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de jugement isolée, mais d'un schéma qui remontait à plusieurs semaines, peut-être même à plusieurs mois. Revenons maintenant au volet migratoire, car il mérite quelques nuances supplémentaires. L'idée d'une trêve de l'ICE n'est pas sortie de nulle part. Elle aurait été vaguement inspirée de demandes similaires, formulées lors de précédents grands événements internationaux organisés aux États-Unis, où les organisateurs avaient demandé aux agences fédérales de réduire la visibilité des contrôles près des zones très fréquentées par les touristes, afin de ne pas effrayer les visiteurs internationaux ni les dépenses qu'ils apportent avec eux. Le calcul de la FIFA semble être autant économique qu'éthique. Des dizaines de millions de visiteurs étaient attendus dans les 11 villes hôtes au cours de la fenêtre d'environ 6 semaines du tournoi, et toute perception selon laquelle des invités internationaux pourraient être arrêtés, interrogés ou pire, pourrait sérieusement peser à la fois sur la fréquentation et sur l'économie de l'hôtellerie liée à l'événement. Mais la réponse de l'administration a été au mieux tiède. Lorsqu'il a été directement pressé pendant cette audition au Congrès, le haut responsable de l'immigration n'a pas exclu des opérations près des stades et a plutôt présenté l'implication de son agence comme un élément central de l'architecture générale de sécurité destinée à protéger les supporters comme les joueurs. Cette formulation a exaspéré les organisations de défense des droits qui soulignent qu'il existe une différence réelle entre une coopération générale en matière de sécurité et une application active de la politique migratoire visant les spectateurs, en particulier dans des villes à forte population immigrée comme Los Angeles, Houston et Miami. L'alerte de voyage lancée par les groupes de supporters ajoute une autre couche à cette histoire, une couche sur laquelle il vaut la peine de s'arrêter un instant.
des groupes aux noms franchement hauts en couleur, depuis des clubs de supporters construits autour de villes américaines précises jusqu'à de plus petits collectifs régionaux, se sont associés à de grandes organisations de défense des libertés civiles pour avertir les visiteurs dans un langage clair. Leur communiqué ne mâchait pas ses mots, décrivant ce qu'il appelait une montée de l'autoritarisme et un risque croissant de violence, en particulier pour les communautés immigrées, les minorités raciales et ethniques, ainsi que les voyageurs LGBTQ+. Voir ce type de formulation dans une alerte officielle de supporters liée à un événement sportif mondial est presque inédit dans l'histoire moderne de la Coupe du Monde et souligne à quel point le contexte politique de ce tournoi est devenu inhabituel. Les organisations de défense des droits humains sont allées encore plus loin, en publiant une analyse détaillée des données couvrant environ les 14 mois précédant le tournoi. Leurs conclusions, tirées de statistiques officielles sur les opérations gouvernementales de contrôle, décrivent une forte hausse des arrestations précisément dans les zones métropolitaines entourant les stades hôtes. Au-delà des chiffres bruts, ces rapports documentent aussi des incidents mortels liés à des agents fédéraux lors de manifestations, ainsi qu'un nombre préoccupant de décès dans des centres de détention migratoires au cours de la même période. Les organisations de défense estiment que ces chiffres devraient y peser directement dans la manière dont la FIFA applique son engagement affiché envers ce qu'Infantino a répété à plusieurs reprises, selon ses propres mots, faire de ce tournoi une Coupe du Monde pour tous. Cette formule, une Coupe du Monde pour tous, est d'ailleurs devenue elle-même une sorte de paratonnerre. Des critiques, dont des supporters immigrés ayant écrit des essais personnels sur leurs propres hésitations à assister au match, estiment que ce slogan sonne creux au regard du climat migratoire entourant le tournoi. Pour un sport qui s'est toujours enorgueilli d'être un langage universel, compris aussi bien dans des dizaines de pays que dans des centaines de langues, le décalage entre cette image et la réalité vécue par certains visiteurs potentiels a touché un point sensible bien au-delà des cercles habituels du commentaire footballistique. En parlant d'outsiders, il est difficile d'exagérer à quel point le parcours du Cap-Vert a été remarquable jusqu'ici. Il s'agit d'un pays d'environ 1,5 million d'habitants, un archipel au large de la côte ouest africaine, avec une équipe largement composée de joueurs liés à des clubs européens par la diaspora. Son gardien de 40 ans est devenu une sorte de héros populaire, dirigeant une défense qui, d'une manière ou d'une autre, a permis à cette petite nation de rester invaincue jusque très loin dans la phase à élimination directe. Quoi qu'il arrive contre l'Argentine, le Cap-Vert s'est déjà assuré une place durable dans l'histoire de la Coupe du Monde, simplement en devenant le plus petit pays à atteindre ce stade de la compétition. À l'inverse, l'élimination de l'Allemagne par le Paraguay devrait provoquer une profonde remise en question à domicile. C'est un nouveau tournoi décevant pour une sélection historiquement considérée comme l'une des puissances les plus constantes du football mondial, et les consultants font déjà le parallèle avec de précédentes sorties précoces qui avaient conduit à d'importantes réformes structurelles au sein de la fédération allemande. Reste à savoir si ce résultat entraînera une introspection similaire, mais le choc dans le football allemand a été immédiat et visible. À l'approche des huitièmes de finale, le tableau commence à offrir plusieurs affiches réellement savoureuses. Brésil contre Norvège oppose l'une des lignes offensives les plus riches en stars du tournoi à une équipe norvégienne construite autour de l'un des buteurs les plus redoutables de la compétition. Portugal contre Espagne réunit deux poids lourds européens portés par des récits générationnels très différents. D'un côté, une légende vieillissante à la poursuite d'un dernier couronnement. De l'autre, un effectif profond et équilibré que beaucoup d'analystes considèrent comme l'équipe la plus complète encore en lice. Mexique contre Angleterre sera un rendez-vous immense pour le pays co-organisateur, disputé devant un public qui devrait être massivement acquis au Mexique, ajoutant une pression supplémentaire à une équipe anglaise talentueuse mais parfois irrégulière. Et puis il y a États-Unis contre Belgique, une affiche qui possède son propre poids symbolique compte tenu de la quête américaine pour prouver, à domicile, que cette sélection appartient à l'élite du football mondial. Pochettino a répété en conférence de presse qu'atteindre les quarts de finale représenterait un vrai jalon pour le football américain, au regard de l'histoire de ce programme.
souvent stoppés précisément à ce stade dans les tournois précédents. De son côté, la Belgique abordera ce match porté par l'élan émotionnel de son incroyable remontée contre le Sénégal, même si des questions subsistent sur l'état physique et mental de certains cadres après cette victoire dramatique en prolongation. Quoi qu'il se passe dans les prochains tours, une chose paraît déjà certaine. Cette Coupe du Monde restera autant dans les mémoires pour ses intrigues hors terrain que pour ce qui se jouera entre les lignes du terrain. Et selon l'issue finale de l'enquête éthique visant Infantino, ce tournoi pourrait bien redessiner pour des années la manière dont les futures directions de la FIFA envisagent leurs relations avec des chefs d'État en exercice.